d'abord, en préalable à ce type d'intervention, euh, de par toutes les casquettes un peu que Madame Arnoux a citées, bon, je fais le tour à la fois des universités, à la fois de centres de formation, et puis des centres de jeunes dirigeants, d'entreprises, de groupes, de grands groupes. Et moi, j'observe aujourd'hui sur toutes ces questions-là plusieurs choses, un constat, un terrain, que la théorie chez nous commençait à aborder depuis 20 ans, mais qu'elle a du mal à conceptualiser vraiment. Première chose que je constate qui va peut-être vous étonner, c'est une fatigue totale de l'idée de dialogue. Le dialogue des cultures, ça fait peut-être encore la une dans les journaux ou les médias. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, on n'en est plus là. Les gens veulent passer à autre chose, veulent de l'engagement réciproque. La définition de l'engagement réciproque, ça s'appelle la négociation. Donc déjà, l'idée de dialogue, tout le monde est acquis à cette idée-là. Depuis qu'on est petit, on est dans l'idéologie des droits de l'hommisme. On est à l'école, on nous apprend le relativisme culturel, les bonnes valeurs, les ceci, cela. Donc bon, ça c'est ok, c'est normalisé, c'est normé. Premier point. Ça, je veux le dire en intro. Le deuxième point, c'est le paradoxe. On en abordera beaucoup. Mon vieux maître Bruno Etienne, qui était le maître d'autres personnes que nous aimons beaucoup ici, nous a enseigné qu'on avait un peu tous à Sciences Po intérêt à la méconnaissance. C'était une des premières leçons qu'on nous enseignait quand on rentrait dans l'institut. On a tous intérêt à la méconnaissance. Bon, nous, ça nous choquait à l'époque. Aujourd'hui, je le constate. Pour dormir tranquille, autant pas les chercher, pas les gratter. Et cette méconnaissance sur les cultures de l'autre est quelque part aujourd'hui encore pas assumée, mais ne pose pas vraiment de problème. Il y a des volontés de connaître, il y a des émissions, il y a des bouquins, il y a des sites internet, il y a même de plus en plus de congés de formation, d'AGESIF, je ne sais pas quoi, etc., qui vous permettent d'aller découvrir des cultures, mais fondamentalement, la connaissance de l'autre, on ne l'a pas. Et je vais arriver au troisième point avant d'attaquer le diapo. Si on ne l'a pas, ce n'est pas parce qu'on est des obtus de première et que nous sommes des gens assez allergiques à l'autre. Nous ne l'avons pas parce que bien souvent, nous avons un problème de repère vis-à-vis de nous-mêmes. Donc je voudrais aborder ce sujet sans aucun angélisme. Et c'est pour ça que le titre était un peu gentiment, très gentiment provocateur, sur la tolérance. Donc, premier point que je voudrais vous soumettre, qui est sous forme d'idée. Alors désolé, PowerPoint fait que vous allez regarder sans arrêt. Donc, comme l'a dit le futur intervenant tout à l'heure, quand on en a parlé en aparté, ça vous empêchera de rêver et de méditer, mais je suis navré. Donc aujourd'hui, on est sur un principe dans ce qu'on appelle non plus alors le dialogue des cultures, mais en tout cas l'interculturalité. Comment je mets en place dans une action, une pensée pour augmenter mon degré d'altérité pour aller vers l'autre. Aujourd'hui, on est grosso modo dans un principe qui est soit de s'ouvrir, et c'est ce que je répète depuis 20, 30 ans, on nous répète de faire, ou se réfléchir. Comment je me pense? Dois-je me penser avant de penser l'autre ou le contraire? Donc je vous ai pris 2-3 éléments historiques parce que je suis très branché Méditerranée, que je pense que dans ce creuset, dans ce petit bassin ridicule en termes de géographie, du point de vue de la planète et du globe, tout se passe là. Et on est vraiment gâté, puisqu'on a beaucoup de choses très très différentes et à la fois très semblables, donc très compliquées. On a eu l'image du limès romain. Bon, à un moment donné, hein, les barbares sont ceux qu'on met de l'autre côté. On met la palissade de bois, on met des postes de soldats, et puis ça s'arrête là, sachant que c'est une première idée reçue, une première fausse idée. C'était très poreux, c'était des lieux de passage et non pas des lieux de fermeture. Mais on a cette image-là, et la Méditerranée, quelque part, aujourd'hui, incarne encore ça. Et de l'autre côté, vous avez aujourd'hui cette idée, parce que les tablettes sont là, Internet, les iPhones, les iPods, et tout ce qui fait que certains ont pleuré quand le fabricant de téléphone est mort. Vous avez, ça pose des problèmes sur la capacité d'une civilisation à se penser quand elle pleure un inventeur de téléphone. Vous avez aujourd'hui cette idée de l'interface permanente, et donc du coup, la notion d'identité, comme dit Amin Malouf, un penseur franco-libanais, est forcément meurtrière, en tout cas gênante, parce que j'arrive plus à me positionner. Alors je ne vais pas vous faire les jeux de mots lacaniens, sans repère, pas de place parmi mes pères et mes pères, P-A-I-R-S, mais on n'en est pas loin. Donc je suis parti de 2 petites citations pour caler les choses. La citation de Socrate, qui me semble-t-il aujourd'hui est indispensable pour quiconque veut travailler dans l'interculturalité et le management interculturel.
C'est pour ça que je ne vais pas partir de la tolérance. Au contraire, moi je pense que c'est très bien au départ. Ensuite, il faut arrêter. Donc, connais-toi toi-même, tu connaîtras les dieux et les hommes. Et ça, cette phrase-là, qui est le b.a.-ba de ce qu'on apprend à un étudiant en terminale en philosophie, aujourd'hui, elle est largement abandonnée politiquement, économiquement, socialement, dans tous les groupes, à peu près. Et la deuxième, dont j'ai cité Bruno Etienne, qui régulièrement nous mettait des bons coups de pied au cul, puisque c'était l'électrochoc du pauvre, avec des questions comme ça. Dis-moi qui tu es, qui tu haïs, je te dirai qui tu es, et qui tu es en toi. Certains écrivent dis-moi qui tu es, ES d'abord, qui tu haïs après, et je te dirai qui tu es en toi. Autrement dit, aujourd'hui, entre ces deux grandes choses, on voit bien qu'entre ces deux citations, on revient au même point, c'est qu'il va bien falloir à un moment donné partir de soi. Ce que je vous dis, j'ai conscience que je vais à l'encontre de l'ensemble des prescriptions entre guillemets sur le sujet. J'ai conscience qu'on nous dit depuis 20, 30, 40 ans, il ne faut pas partir de soi, il ne faut pas être égoïste, égocentrique, il ne faut pas être ceci, cela, pour s'ouvrir. Sauf que partir de soi n'est pas être qu'égoïste. C'est une nécessité sur certains sujets, surtout quand on est dans une mondialisation hors sol. Voilà. Bon, l'approche singulière, je vous la passe parce que je ne vais pas vous embêter avec des trucs théoriques, parce que je vais vous parler du management interculturel. C'était simplement pour vous dire, comme disaient les marxistes, d'où je vous parle. Donc, l'approche interculturelle de l'anthropologie interculturelle, c'est grosso modo faire le détour anthropologique. C'est-à-dire, pour analyser mon propre métier, pour comprendre ma propre société, à un moment donné, il va bien falloir que je me descende, que j'aille voir ailleurs, et que j'en ramène des concepts, que j'en ramène un regard différent. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est, je voulais mettre, sur tout ce qui, entre parenthèses, est important, sur la relation à l'autre. Aujourd'hui, l'autre, institution, entreprise, culture, organisation, fonctionne à peu près toujours sur les mêmes choses, même si ce sont des mots qui peuvent vous heurter en tant qu'occidentaux, bien occidentalisés. On fonctionne sur des mythes qui sont mis en pratique par des rites, avec des discours qui légitiment. Tout à l'heure, c'est très intéressant le débat que vous avez eu. C'est moi, je pense, moi, de là, de mon association, je vois ça, mais de mes études, je vois ça. On est tous dans la légitimation de son discours. Sauf que quand on est dans des systèmes organisationnels différents, de cultures organisationnelles différentes, privées, publiques, ou quand vous êtes face dans une entreprise ou une institution où il y a des cultures nationales, ethniques différentes, tout le monde légitime son discours. Comment aller à l'encontre de ça? Bien souvent, on ne sait pas, et donc c'est là que ça ne marche pas. Et bien sûr, ça fait appel à l'imaginaire, à la symbolique. Alors, dernier point de précaution, entre guillemets, scientifique, parce que je vais être très honnête, le management interculturel n'est pas une science. C'est un bout aujourd'hui des théories du management qu'on essaie de rendre crédible avec des apports scientifiques. Il y a des gens très costauds qui travaillent sur le sujet. Je vous en cite deux, puisqu'il y en a d'autres que vous citera mon successeur. On a deux messieurs qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Un Hollandais, monsieur Hofstede, qui a essayé de penser tout ça, et un Français, Thierry Barnes. Je vous citerai les bouquins si ça vous intéresse après. Et eux, très vite, mais bien avant eux, les anthropologues, il suffit d'avoir lu Lévi-Strauss ou d'avoir fréquenté un peu les écrits de Durkheim, Weber. On nous a appris beaucoup de choses sur les 2 derniers siècles. Mais si vous voulez, on a ces gens-là qui ont commencé à dire, et notamment au management à l'anglo-saxonne, à l'américaine, notamment quand ils sont arrivés au Japon, en Corée, bien avant de nous toucher nous, il y a quand même des codes culturels. Il faudrait quand même en tenir compte. Ces gens-là se sont comment vous dire, élevés contre une idée simple, c'est qu'à partir des années 50 du XXe siècle, jusqu'à très tardivement, dans les années 80-90, les théories du management, qu'elles soient publiques ou privées, disent nous sommes dans la convergence. Toute différence culturelle, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas important, puisqu'en fait, on va aller vers une convergence des modèles. Il y a une façon de manager, il y a une façon d'être manager, il y a une façon d'être patron, il y a une façon de donner des ordres, il y a une façon d'obéir, etc. Or, la réalité a montré et montre de plus en plus que ça ne marche pas comme ça. Donc, on a des auteurs qui ont commencé à vouloir travailler sur la dimension interculturelle, sur le fait que, j'emploie l'expression turbo-capitalisme qui est d'Emmanuel Todd, sur cette conception que l'homme n'est pas un peu comme les tomates qu'on cultive à la va-vite en Espagne, au Maroc, hors sol. Nous, on a besoin d'avoir les pieds dans la terre si on veut avoir la tête dans le ciel. Si on veut avoir une vision, il faut avoir les pieds ancrés dans le sol. C'est ce qu'on va appeler l'enracinement dynamique. C'est une notion qui est aujourd'hui très marketing, qui est très reprise un peu partout, mais qui est une réalité. On n'est pas hors sol. Et toute culture, et notamment encore dans les entreprises anglo-saxonnes bien souvent, qui ont voulu instaurer un système hors sol
société française en premier, hein, on a plein d'exemples, on va parler d'Areva, de tout ce que vous voudrez, montre qu'on se plante. Et c'est dommageable pour l'entreprise en tant que telle, bien au-delà de la casse humaine qu'elle fait. Donc le regard réflexif sur sa propre culture. Point suivant, élément de définition, excusez-moi du titre un peu universitaire, mais une forme de management interculturel, c'est quoi? Aujourd'hui, quand on essaie d'étudier et qu'on est appelé à intervenir dans des structures, alors c'est surtout dans le privé, mais là j'ai eu un cas dans une collectivité locale qui voulait repositionner son territoire pour qu'elle comprenne quel était son impact à l'international, la communauté du Pays d'Aix, pour ne pas la nommer, puisque c'était un problème vis-à-vis de Marseille. On nous demande les mêmes choses que dans les entreprises privées. C'est reconnaître, est-ce que je peux reconnaître qu'il y a des cultures différentes chez moi? C'est une question qui n'est pas anodine et qui pose un certain nombre de problèmes. Parce que personne, et notamment dans les grosses PME où je suis allé, n'ose appréhender le sujet. Comment faire pour appréhender le sujet, notamment quand ce sont des cultures dites ethniques, nationales, sans passer pour raciste, ethno-différentialiste, briser un tabou. Donc ça, on va voir. Donc reconnaître l'existence des cultures. Organisationnelles aussi, de plus en plus. 2, intégrer les valeurs sur lesquelles elles reposent. Ah, mais là, ça pose un problème sur ces fameuses valeurs centrales de cohésion que je vais aborder. 3, les combiner. On les combine avec quoi? Qu'est-ce qui doit dominer? Qu'est-ce qui doit guider la combinaison de ces spécificités culturelles et une stratégie? La fédération du BTP de la région PACA me dit, alors que c'est quand même pas des patrons qui passent pour des cools dans le BTP, nous sommes laxistes sur ces sujets-là. Nous laissons faire. Ils ont des soucis d'appréhension et de combinaison de ces choses-là. Je ne vous fais pas le topo avec les écoles et les cantines. Respecter la logique de l'honneur. Alors ça, c'est, à moins que vous en parliez, c'est le français d'Iribarne, non basque, pas pour rien qu'il parle de l'honneur, qui nous dit, moi, partout où je suis passé, à la différence de Hofstede ou de tous ceux qui ont travaillé sur le management interculturel, qui essayaient d'étudier. Alors, comment lui, il est allé voir les autres grands groupes, non pas en essayant de les étudier, mais simplement en disant, bon, quelle est l'image que vous avez des Français? Et il s'attendait à tout. L'arrogance, ils sont supérieurs, ils sont très politiques dans leurs décisions, ils sont nuls en économie, ils ne parlent pas nos langues, ils sont ceci, tout ce que vous voulez. Et il est ressorti que la plupart des gens disaient une logique de l'honneur. Ils sont vachement fiers, mais pas fiers au sens comme le coq qui chante, malgré qu'il ait les pieds dans la merde, mais fiers parce que ils veulent qu'on tienne vraiment en compte de la distance hiérarchique. Ah bon? D'un certain nombre de sujets, la maîtrise de l'incertitude, ils ne supportent pas. Ah bon? Alors ça, dans tout le management interculturel, on l'a. Et il en est revenu avec un regard des autres dans le cadre de l'entreprise. Hein. On n'est pas allé voir des intellos, hein, sur une image qu'avait le français. Et donc, il a travaillé sur ce qu'était cette logique de l'honneur. Un pays qui a une forte histoire, qui se l'approprie, qui se la réinvente, qui y croit. On n'est pas les seuls au monde, hein, etc., etc. Et enfin, ne pas se perdre soi-même. Je reviens à la définition, à la citation de Socrate, mais c'est très important. Je vous donne un exemple, mais mon collègue vous en donnera plus que moi, puisqu'il est allé au feu beaucoup plus que moi. Quel est le problème que nous posent certaines entreprises? Elles le voient en Algérie, au Maroc, en Tunisie, puisque c'est les terrains que je connais. Et dans ces entreprises, on nous dit, on est allé en négociation. Ça s'est mal passé pour que vous nous appeliez? Non, ça s'est très bien passé. On a signé le contrat très vite. Ah bon? Alors ça va. Qu'est-ce qui s'est passé après? Plus rien. Plus rien. Ah. Alors ils n'ont pas respecté le contrat. Les mecs du Sud et tout, en plus au sud de la Méditerranée et tout ça. Ah non, il n'y a plus rien. Ça ne marche pas. On n'arrive pas à le mettre en place. On ne se comprend plus alors qu'on s'était compris dans la négociation. On ne respecte pas les termes du contrat. Alors, pour ne pas parler que des Arabes ou du sud de la Méditerranée, je peux vous parler des Français et des Allemands. Les Allemands ne comprennent pas quand les Français signent un contrat pour 2 ans, qu'au bout d'une année, ils arrivent et disent, au fait, ça a changé, on va changer les termes du contrat. Très français. Un Allemand ne peut pas accepter cette règle-là. Donc, comment ça se passe dans ces moments-là? Eh bien, dans ces moments-là, pas sur le cas allemand, puisque c'est nous, entre guillemets, qui passons pour les sudistes qui travaillent mal, mais dans le cas des pays arabes, par exemple, on s'est rendu compte que quand l'entreprise française signe, soit elle impose
d'une manière drastique ce qu'elle veut. Donc la règle est signée, mais l'informel, le non-dit, la capacité à faire n'a pas été déterminée ensemble. Et c'est le fiasco, parce qu'il y a résistance en face. Soit, c'est le contraire. Il y a des PME, le contrat est signé à l'entreprise, et on dit, bon, on l'a signé avec des gens que l'on va respecter, à qui on veut montrer qu'on est ouvert, on laisse faire. On se perd soi-même dans ce cas-là. Et en général, vous perdez le contrat. Mais ça, je vous le dis comme ça, il faut du temps. C'est compliqué à comprendre. Parce qu'il a fallu beaucoup de temps pour qu'on réalise que c'était sur ce sujet-là. Donc tout à l'heure, l'un d'entre vous a parlé du suivi, c'était peut-être ce matin. Le suivi d'une affaire, ça fait partie, dans le management interculturel, d'une des priorités. On ne lâche pas une affaire comme ça, à l'international. Et quand vous êtes dans deux cultures et partenariats public-privé, l'exemple de l'hôpital parisien, je suis navré, qui fait la une, je ne sais plus où il est, dans le 91, dans l'Essonne. Bon, aujourd'hui, c'est qu'il y a une des deux parties qui n'a pas suivi le dossier, et on sait laquelle c'est. Il n'y a pas eu de comité de suivi du dossier. Très peu. Il y a eu des comités après, quand on a constaté les 8000 et quelques malfaçons, etc. Et là, on a un vrai problème. On en parle après. Alors, on passe, je vais essayer d'aller plus vite. Alors, je vais essayer d'aller beaucoup plus vite. Dans le choc culturel, ça c'est le côté un peu marrant. Globalement, c'est surtout avec les cultures nationales et ethniques différentes, comment ça se passe à l'international ou quand on fait dans une entreprise travailler plusieurs cultures, la première chose qui se passe, moi j'étais étonné quand on a travaillé là-dessus, c'est plutôt la lune de miel. C'est rare que tout de suite on sorte les couteaux. En général, tout le monde a envie de bien faire. C'est la phase de la découverte. Donc tout se passe bien, on est dans l'euphorie. Vraiment l'euphorie, ça se passe bien, on est ensemble. Et d'ailleurs, on passe plus du temps sur de l'informel que du formel. Convivialité, convivialité, etc., etc. La deuxième phase, en général, alors là, c'est toujours pour ma sphère très méditerranéenne. En Tunisie, par exemple, l'entrepreneur français en Tunisie ou au Maroc, c'est 4 mois, la moyenne. Et je suis gentil, des fois c'est beaucoup plus tôt. C'est la crise, c'est le choc culturel. Soudain, on se rend compte que, wow, on était content de rentrer dans la forêt, de loin c'était joli, on y est, on ne comprend plus rien. Et alors là, c'est la paranoïa, c'est le doute, ce sont les peurs. Mais pas simplement les peurs parce qu'on est débile et qu'on est raciste ou qu'on ne comprend rien. C'est pour ça que je dis qu'il faut être très centré sur ses propres valeurs, qu'il ne faut pas se remettre en cause tout de suite. Ce sont des peurs parce qu'on n'appréhende plus rien. On ne sait plus comment ça fonctionne. Et personne ne vous aide en France à le préparer. Je peux vous dire que c'est très difficile à trouver. On parlait des grands groupes tout à l'heure. Ils envoient leurs expatriés. Ah oui, ils leur ont fait une formation de 6 heures. C'est bien. Ça ne marche pas comme ça. C'est beaucoup plus compliqué. Surtout en plus dans des pays qui sont francophones, où il y a une histoire commune. Bon, et parfois, comme l'Algérie en ce moment, vous avez compris, surtout l'an prochain, ça va tanguer, on n'a pas fini tout à fait un travail de deuil sur ce qui s'est passé. Or, sur ce premier point, c'est le seul point sur lequel je vais faire un petit détour. Après, on discute dans les questions si vous voulez. La crise et le choc culturel. La crise, c'est toujours vécu comme un drame. Sauf que la crise, c'est le croisement d'un mouvement et d'un moment. Et dans les deux cas, crisis, il faut au moins avoir appréhendé le rythme d'une relation. C'est pareil dans la sphère publique et privée. Le privé arrive avec ses méthodes, le public arrive avec ses méthodes. Il y a un rythme de vie, il y a un souffle qui est propre à chaque sphère. C'est pas du droit. Ce matin, le monsieur qui vous a parlé du droit, il avait raison, j'ai écouté avec attention, il y a des règles. Là, dans l'anticipation, dans l'appréhension du sujet, il faut presque le penser de manière, je dirais, poétique. Mais je suis sérieux. Un rythme de la vie. Vous avez un professeur en ce moment, tout un groupe qui travaille à la Sorbonne depuis des années. Il n'est pas très coté parce qu'il n'est pas copain avec les mecs du CNU, mais c'est Maffezoli. Maffezoli, il vous parle du rythme de la vie. Et c'est très important. Dans la sphère publique, on a un rythme de travail, on a un rythme de décision, on a un rythme pour la réflexion qui n'est pas celle du privé. Souvent, là encore, il y a incompréhension. Personne n'a préparé cela. Pareil dans les ethnies différentes. Ensuite, il y a la guérison. Alors la guérison, c'est très simple, c'est comme dans les couples. Hein. Soit c'est la rupture, on en guérit, puisque le mal est fait et fini, soit au contraire, c'est l'engagement poussé plus loin, sur une autre base. Donc dans ce cas, on se remet à table. Et bien souvent dans les groupes, bien souvent dans les discussions auxquelles moi j'ai pu participer et travailler, il a fallu un deuxième round, mais qui n'était pas prévu, qui est bien après la signature d'un contrat.
bien après que les équipes soient parties, ou au contraire, impatriées, que les équipes soient arrivées. Il faut recommencer. Et on est toujours très mal à l'aise. Parce qu'on a cette impression d'échec et de louper la première fois. Enfin, l'adaptation, je ne vous fais pas un dessin. Alors, je les mets en ligne là-haut. Là. Donc, les 5 différenciations culturelles sur lesquelles travaille le management interculturel. Après, vous pouvez me dire, ouais, 0, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Moi, je vous dis aujourd'hui à peu près les grilles que cette pseudo-science du management interculturel a mises en place. Je pense qu'il le dira mieux que moi dans les groupes, sans doute sur lesquels il a travaillé. Bon, grosso modo, aujourd'hui, quand on aborde des cultures différentes, et je répète, nationales, ethniques, tribalo-segmentaires, ce que vous voulez, affectives, ou organisationnelles, comme c'est ce qui vous réunit aujourd'hui, public-privé, on travaille sur ces 5-6, j'en ai mis 5, mais j'en ai mis 6, je crois. C'est pas grave. J'ai rajouté la logique de l'honneur, ça a ripé d'une diapo à l'autre. Bon. La première, c'est la distance hiérarchique. Ça, c'est le premier truc. Il y a des cultures nationales où la distance hiérarchique, mais ça, je ne pense pas vous l'apprendre, est un problème si elle est trop élevée. Donc, entre un subordonné et celui qui lui donne des indications, des ordres, si la distance est trop élargie, il y a des cultures qui vont très mal le vivre, il y a des cultures, au contraire, qui vont très bien le vivre. L'exemple, c'est la France. Nous avons une distance hiérarchique importante. Il n'est pas rare dans une entreprise française que votre supérieur vous envoie un mail ou un fax pour vous donner un ordre. Il y a des cultures, c'est impossible. Le mec vient, vous appelle, vous tutoie et il en parle avec vous. Ça, ce sont des choses que soit on vit bien, soit on vit mal. Selon les pays où on va, selon les organisations où on est, il faut le savoir. Ça évite beaucoup de malentendus. Le contrôle de l'incertitude aussi. Alors, vous aurez compris que les points que je mets là sont que des points de perception. Je ne suis pas là dans le cadre de vous dire c'est une vérité qui tombe du ciel, il faut l'accepter. Ce sont des perceptions. Comment on se perçoit. Et là, on marche sur des œufs. Le contrôle de l'incertitude, mais c'est le degré de tolérance qu'un groupe, un peuple, une sphère a par rapport au changement, par rapport à la capacité à se projeter. Donc, vous allez tomber sur des peuples, des groupes, des ethnies, des nations, des entreprises qui sont des fanatiques de la planification. D'autres non, où on préférera un peu plus, on laissera une petite marge de manœuvre pour l'intuition, pour l'appréhension plus à long terme des choses. Il faut le savoir. Si vous allez travailler au Brésil, vous allez comprendre que le contrôle de l'incertitude, ils ne le vivent pas. Ils n'ont aucune peur de l'incertitude. Vous vivez en France, déjà, c'est un peu plus. Au Japon, je ne vous dis pas. Bon. L'individualisme et le communautarisme, là, c'est simple à comprendre. Hein. Il y a des cultures qui favorisent l'un ou l'autre. L'orientation court terme, moyen terme, pour moi aujourd'hui, ce dernier point me semble quasiment plus existant parce que, quoi qu'on dise, on est uniformisé sur l'ensemble de la planète avec l'immédiateté de l'information et tous les portables que nous portons. Donc, je pense qu'aujourd'hui, cette distinction court terme, moyen terme, long terme, j'ai enlevé long terme parce que je ne vois plus trop où ça existe, si ce n'est pour les pays du Golfe. Mais court terme, moyen terme, elle tend presque à s'uniformiser puisqu'on est dans l'hystérie permanente du court-termisme. Et une entreprise aujourd'hui qui fait du long terme, c'est une entreprise qui se projette à 3 ans. Quoi. Bon, c'est vrai. Des plans à 5 ans, si vous en avez encore, c'est très. Ou alors ce sont des grands chantiers comme ITER, parce qu'on n'a pas le choix. Mais c'est assez compliqué. Alors, j'en viens en fait au cœur de la chose, et puis à la rigueur, si j'ai dépassé mon temps, je pourrais presque m'arrêter là et pas donner les autres diapos. Est-ce que aujourd'hui, on a parlé des préjugés, des stéréotypes, c'est pas les mêmes définitions. On a parlé des peurs, le débat homme-femme a été très intéressant tout à l'heure pour ça aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, on est coincé sur un certain nombre de sujets? Est-ce que vous avez cette notion de frontière privée-publique qui vous pose problème, ou en tout cas qui vous interroge aujourd'hui, parce que, quelque part, on reste des intolérants gras, crasseux, bien englués dans notre obscurantisme? Certainement que oui, sur un tas de sujets. Sinon, ce serait magnifique. Mais l'idée que je souhaite faire passer et que je pense que le management interculturel porte en lui quand il est fait de manière non idéologique, j'ai apprécié l'intervention sur les mélanges idéologiques, et s'il veut peut-être demain gagner, et je le dis de manière très modeste, vous avez compris, c'est un truc qui est en train de se faire,
en termes un peu plus scientifiques, c'est qu'on ne peut pas rester sur la seule belle idée de la tolérance. Parce que si les hôpitaux dans lesquels vous travaillez demain, moi, mes universités, les entreprises, deviennent des maisons de tolérance, puisqu'on sait bien qu'il y a des maisons pour ça, enfin en tout cas il n'y en a plus en France, mais il y en a encore ailleurs, bah vous serez des maisons closes, sans mauvais jeu de mots. Vous serez des maisons fermées. Parce que sous couvert d'être tolérant et d'être toujours vers le degré d'altérité, toujours s'ouvrir vers l'autre, ce qui est une question politique fondamentale pour la définition de l'Europe par ailleurs, sur d'autres sujets. Si on ne fait pas, dans une deuxième phase de réflexion, de travail vraiment puissant, la réflexion sur ce que sont les valeurs centrales de cohésion de mon groupe, je n'ai pas dit que les valeurs centrales de cohésion de mon groupe, je ne sais pas si on peut continuer comme ça très longtemps. En tout cas, la pratique en termes d'entreprise, de multinationales, etc., montre que ça ne marche pas. D'ailleurs, la grande expression à la mode dans les entreprises, moi, chaque fois que j'entends ça, ça me fait sourire, il faut revenir aux fondamentaux. Alors là, le mec qui dit ça, il se sent très intelligent. Les autres en face, ils disent, oh putain, il faut revenir aux fondamentaux. C'est quoi la liste des fondamentaux? Il faut interroger son histoire, l'imaginaire du groupe dans lequel on est. Mais oui, ça passe par là. Alors, il y a des entreprises qui le font. Regardez la pub du Crédit Agricole. Le bon sens près de chez vous, il y a 20 ans, ils le remettent à leur sauce. Ils vous mettent des trucs qui sont absolument pas de la banque. Mais ils sont en train d'essayer de revenir à des fondamentaux. La Caisse d'épargne aussi a fait ça. Les banques mutualistes essaient de faire ça en ce moment. Vous avez des groupes, d'autres dans certaines publicités, dans le marketing, qui essaient de faire ça. On sent qu'il y a un retour vers ça. Mais c'est assez compliqué parce que le travail n'est jamais fait en profondeur. On reste dans du superficiel. Donc comment on définit des valeurs centrales de cohésion? Moi aujourd'hui je pense que c'est un impératif de survie, que ce soit pour les personnes, les systèmes et les groupes. Je vous ai mis une liste. Elle est non exhaustive. On peut la détailler jusqu'à demain. En tout cas, allez, rien que le premier point, j'ai mis l'histoire, j'aurais dû écrire de manière plus précise l'historicité. Il faut connaître l'histoire, l'historicité de la structure, l'aventure humaine dans laquelle on est. Et ça, c'est essentiel. Et la plupart des groupes, des entreprises, des collectivités l'oublient. Ne pense pas que c'est un point important. Or, c'est très important. Parce qu'à partir de là, il y a de la croyance partagée. Et quand il y a de la croyance partagée, ça va mieux. Deuxième point, le métier. Vous avez des tas de formations aujourd'hui où on travaille sur le métier. C'est quoi mon métier? Ça ramène à quoi? C'était quoi à l'origine, etc. Et là, vous êtes ébahi devant les différences qui peuvent s'exprimer, public, privé, ou alors d'une culture nationale à une autre, ethnique à une autre. Les valeurs dominantes, le référentiel, tout ça est bien long, je passe. Et enfin, on peut en discuter. Alors, les différentes couches culturelles d'une organisation, alors, je les refais une minute. Bon, les différentes couches culturelles d'une organisation, j'aurais dû vous mettre simplement la phrase du Petit Prince, hein, l'essentiel est invisible aux yeux. C'est ce que j'ai voulu mettre ici. Vous avez trois couches, c'est simplificateur, hein, ça ferait sauter des mecs au plafond qui travaillent là-dessus. Mais il y a le visible. Alors dans le visible, il y a les modes d'action, il y a comme la langue que l'on parle dans les groupes. Alors dans votre milieu, peut-être qu'on se tutoie plus facilement, on se vous voit. Dans d'autres aussi, il y a des codes spécifiques, tout ce que vous savez beaucoup mieux que moi, qui sont globalement recensés partout. Hein. Ensuite, il y a le domaine des croyances, valeurs et normes. C'est ce que je viens d'expliquer. Quelle est la préférence de mon groupe en termes de valeurs? Parce que je ne peux pas coller à toutes les valeurs de l'histoire de mon groupe. Des fois, c'est très long, c'est très complexe. Donc là, ça oblige à faire un travail sur soi qui est assez important. Il y a pas mal de séminaires maintenant d'entreprise de plus en plus sur ces sujets-là. Et ensuite, les postulats implicites. Celui de la légitimité. Je vous ai mis dans le Sud légitimité versus légalité. Je pourrais mettre 1940, quand le général de Gaulle dit la légalité était à Vichy, mais la légitimité était à Londres. Il y a un conflit entre la légalité et la légitimité. Dans les cultures du Sud, ce conflit est très important puisqu'on ne croit pas à la régulation institutionnelle. Dans les cultures du Nord, ce que je viens de dire est incompréhensible. Mais dans les cultures du Sud, on ne pense pas qu'il y ait que la régulation institutionnelle. Il y a la régulation horizontale, le réseau, la famille, l'amitié, le partage d'un certain nombre de pratiques. Tout à l'heure, vous avez dit le golf ou les soirées fraternelles, ce que vous voulez. Il y a d'autres réseaux qui fonctionnent, qui sont au moins aussi importants. Dans certaines cultures, ça ne marche pas comme ça.
les postulats implicites de l'existence de la légitimité interne et externe. Quelle est la légitimité de chacun vraiment en interne et de la structure en externe? C'est un vrai travail qui est très peu abordé parce qu'il remet en cause souvent les fondements de la structure. Voilà. C'est pas anodin. Bon, je vous passe ça. Les 5 pistes méthodologiques, vous les direz dans la conversation. Ce qu'on remarque aussi souvent dans les, alors là c'est pas privé-public, mais c'est plutôt internation, interethnique. On n'arrive pas à décomplexer certains sujets, et notamment les Français. Or, il faut arriver, et c'est une des vocations du management interculturel, à décomplexer les grands sujets que sont l'argent et la place de l'argent dans la structure. Je vous donne un exemple, c'est pas simplement les salaires. Vous savez que de plus en plus, avec la crise financière, on parle des vertus ou non, supposées ou réelles, du mutualisme ou des banques coopératives, des mutuelles. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises, de structures qui essaient de mutualiser. Et puis de l'autre côté, vous avez le capitalisme capitalistique, qui marche avec les actionnaires, les trucs. Et de l'autre côté, celui qui dit le but, c'est pas de faire le plus d'argent, mais c'est de mieux répartir. Quelle est la place de l'argent à ce niveau-là? Comment on le gère? Comment on le travaille? Comment on le pense? Comment on le redistribue? Donc là, vous avez un sujet qui est souvent tabou. La nouvelle génération des droits de l'homme, c'est celle qui va arriver des pays du Maghreb avec les nouvelles constitutions, où eux, ils vont exploser, comme l'avait fait l'Espagne quand elle est rentrée en Europe, tous les tabous. Vous allez voir que les constitutions marocaines, tunisiennes vont être beaucoup plus sur le papier libéral qu'on est nôtre. Ça va avoir des effets. Ils ont décidé d'aborder tous les sujets. On voit d'ailleurs ce que ça donne en Tunisie. Comment on aborde ça? Ça va être le sujet qui va être abordé dans les entreprises. Le BTP, aujourd'hui, il faut bien qu'ils abordent le sujet des droits de l'homme et des droits de Dieu avec des travailleurs qui sont la plupart turcs, tunisiens, pratiquants de l'islam. C'est un sujet qu'il faut aborder. Personne n'a abordé ça. Par où je le prends? C'est très compliqué. Le religieux et la pratique de chacun, bien sûr. Et puis le genre, j'y reviens pas. Ça a cartonné, vous étiez chaud, j'ai pas envie de prendre la deuxième couche. Voilà. Donc en situation interculturelle, allez, pour la faire brève, il est vain de chercher à imposer des méthodes de gestion qui sont importées d'ailleurs comme ça, même dans le privé, dans le public. Toute tentative de s'entêter ne réussit pas. Les particularismes, faut au moins les comprendre. Et pour les comprendre, il faut partir de soi, une fois de plus, même si peut-être ça vous aura plus rendu confus qu'autre chose. Et donc je vous renvoie à Socrate. Et pour aborder Socrate, puisque moi j'entends encore hier et avant-hier les gens du CJD du bâtiment, ça m'a travaillé. La première phrase que j'ai notée dans mon carnet avant-hier, c'est « On a tous les mêmes peurs ». Le patron du centre des jeunes dirigeants, PACA, à Marseille, commence son truc, alors qu'il est super sympa. Tout ça. On a tous les mêmes peurs. Et il y avait des syndicalistes, il y avait de tout le monde. Et ce sujet, c'était la diversité. Il a commencé par « On a tous les mêmes peurs ». Moi, je trouvais ça très bien, mais enfin, voilà. Je pense qu'il vaut mieux craindre rien pour rester un peu libre, sinon on se cloue tout seul. Voilà. Excusez-moi, j'ai fini, c'était un peu long.